Bonjour à tous, voici la dernière partie du chapitre 15. Avant de commencer, je vous redonne la différence entre une action et une obligation. Petit retour sur les emprunts obligataires, nous sommes à la page 26 du chapitre 15. Parmi les principaux avantages des emprunts obligataires, vous avez la régularité. En effet, tous les 6 mois ou tous les ans, vous êtes pratiquement assuré de percevoir un coupon, c'est-à-dire un intérêt. Il en serait différent avec une action, puisque nous ne sommes pas assurés tous les ans de percevoir un dividende. Deuxième avantage de l'emprunt obligataire, la stabilité. Dès le départ, quand vous souscrivez à une obligation, vous savez qu'elle vous rapportera X taux d'intérêt chaque année et qu'à la fin, vous serez remboursé du nominal. Ces titres financiers sont également notés. Cela permet à l'investisseur de mieux gérer le couple risque-rendement et de choisir le profil de risque qui lui convient le mieux. Enfin, il est possible d'avoir un TRAB, taux de rendement actuariel brut, supérieur au taux nominal. Cela signifie que le taux d'intérêt réel de l'obligation rapporte beaucoup plus que le taux nominal indiqué sur le contrat. Par contre, notez bien que le TRAB est un avantage pour le souscripteur. En revanche, pour l'émetteur, cela veut dire que l'émission de son emprunt obligataire va lui coûter plus cher que le taux nominal prévu à la base. S'il y a des avantages, il y a également des inconvénients à souscrire des obligations. Le premier inconvénient, c'est le risque de perte en capital. En effet, généralement une obligation a une échéance sur le long terme. On ne sait pas ce qui peut arriver à la société sur le long terme. Pensez actuellement à ce qui se passe avec le problème du coronavirus. Beaucoup de sociétés sont en difficulté. Que va-t-il arriver si elles venaient à faire faillite? Vous ne seriez jamais remboursé de votre obligation. Par sécurité, certains préfèrent prendre des obligations d'État puisque le risque est beaucoup moins important de ne pas être remboursé. Second grand risque pour vous à retenir, c'est le risque de liquidité. Vous avez des obligations, vous voulez les revendre sur le marché financier. Or, actuellement, peu de personnes veulent investir sur le marché financier. Vous êtes un peu bloqué avec ces obligations. Vous n'arrivez pas à les revendre. Autre problème, la sensibilité d'une obligation au taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt ont tendance à augmenter, la valeur de votre obligation émise il y a quelques années a tendance à baisser, son cours va baisser. Inversement, si les taux d'intérêt se mettent actuellement à baisser, votre obligation qui a été souscrite il y a quelques années verra son cours augmenter. Je vous laisse lire la page 27 et la page 28 concernant le crédit bail. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est assez facile à comprendre. Nous allons voir maintenant le coût des différents moyens de financement, que ce soit par emprunt obligataire, par emprunt classique ou par crédit bail. Nous avons déjà étudié les plans de financement des projets et nous savons que le résultat est totalement différent avant ou après financement. Ici, nous allons voir que par exemple, si nous finançons par un emprunt individu, cela va impacter à plusieurs titres le plan de financement, notamment la CAF, puisque les charges d'intérêt vont venir en diminution du résultat de l'exercice. Mais cette CAF ne sera pas uniquement impactée par les intérêts. D'autres frais, d'autres comptes 6 vont venir impacter le calcul de notre CAF. Par exemple, les frais de dossier, les amortissements des frais d'émission ou des primes de remboursement s'il s'agit d'emprunts obligataires. Nous allons donc devoir jongler entre charges supplémentaires et économies d'impôts. Je vous laisse découvrir et réaliser l'application numéro 14, page 29. Réponse à la question 25. Alors forcément, pourquoi l'emprunt est supérieur au coût d'acquisition de l'immobilisation? Tout simplement parce que l'entreprise va prévoir l'augmentation de son BFRE consécutif à l'augmentation de l'activité de cette société. En effet, il y a de fortes probabilités pour que le niveau des stocks augmente, que le montant des créances clients augmente. Parallèlement, les dettes fournisseurs devraient elles aussi augmenter. Toutefois, le décalage entre les clients, les stocks et les dettes fournisseurs devrait plutôt faire augmenter le BFRE. Concernant la question suivante, nous allons d'abord calculer l'annuité constante de remboursement de l'emprunt que nous avons réalisé. Nous trouverons 451 218,93. Nous allons compléter le tableau. Donc dans la colonne annuité, vous retrouvez bien l'annuité que nous allons calculer.
Ensuite, nous calculons les intérêts. Donc les 80 000, c'est 1 600 000, le montant emprunté fois le taux de l'emprunt qui est de 5%. Concernant l'amortissement, vous prenez l'annuité moins les intérêts et vous retrouvez le montant de l'amortissement. Pour connaître le capital restant à rembourser en fin de période, je sais que je devais 1 600 000 la première année, moins l'amortissement réalisé, et je trouve les 1 228 781. Maintenant, je vais calculer mes économies d'impôt, économies d'IS, sachant que je suis imposé à 28%. J'ai des charges d'intérêt de 80 000 euros. Ces dernières vont faire baisser mon résultat. Donc, j'aurai une économie d'impôt de 28% multipliée par 80 000 euros. Je trouve ainsi une économie d'impôt de 22 400 euros, soit une annuité nette d'IS de 428 818, c'est-à-dire mon annuité moins l'économie d'impôt. Je reproduis les mêmes calculs sur chaque ligne de mon tableau. Je souhaiterais maintenant savoir combien me coûte réellement cet emprunt. À la base, il me coûte du 5%, seulement j'aimerais savoir grâce à cette économie d'impôt combien il me coûte réellement. Pour connaître le coût réel de mon emprunt, je vais donc compléter un tableau de flux de trésorerie uniquement lié à cet emprunt. Je vais retrouver dans les flux patrimoniaux les montants qui m'auront été versés, ainsi que les remboursements que j'aurai effectués, donc les remboursements uniquement en capital. Et dans les flux d'exploitation, cela concerne plus largement les comptes 6. Donc je vais retrouver le montant de mes intérêts, des économies d'impôt, mais également des frais de dossier relatifs à cet emprunt qui était indiqué dans l'énoncé. Nous allons trouver ainsi un flux de trésorerie. Voilà, vous l'avez bien compris, hein. Donc pour la première colonne, par exemple, l'emprunt, c'est une entrée d'argent, donc ça vient en plus. En revanche, tous les remboursements d'emprunt viendront en moins. Attention, il ne s'agit que des remboursements en capital. Ne vous trompez surtout pas. Donc, on retrouve dans les comptes d'exploitation, donc ici des comptes 6, les charges d'intérêt, donc du négatif. On retrouve les frais de dossier que nous avons payés lorsque nous avons reçu cet emprunt. Et ensuite, nous allons avoir nos économies d'impôt. Donc, à chaque fois, c'est 28% multiplié par la charge concernée. Il faut à présent calculer le taux qui va égaliser la valeur de nos encaissements et la valeur de nos décaissements. Ensuite, à partir de la formule du tri, nous allons calculer le vrai coût de cet emprunt. À la base, le coût de cet emprunt était de 5%. Toutefois, comme nous avons réalisé des économies d'impôt grâce aux différents frais qui ont jalonné la vie de cet emprunt, donc les frais de dossier ou les charges d'intérêt, le vrai coût de cet emprunt s'établit à 3,64%. S'il n'y avait pas eu les frais de dossier de 2 000 euros, j'aurais pu utiliser la formule habituelle de calcul du coût de revient d'un emprunt à partir de la formule que je vous montre ici. Donc c'est taux nominal, donc ici on aurait eu 5%, multiplié par 1 moins 0,28. Toutefois, pour cette application, on ne peut pas utiliser cette formule tout simplement parce qu'il y a des frais de dossier qui viennent compliquer les calculs. On ne peut pas appliquer une formule directe comme ça. Pour cette application numéro 15, c'est à peu près le même principe que la précédente, sauf qu'ici nous allons avoir un emprunt obligataire. Afin de vous simplifier le travail, je vous donne des tableaux de flux de trésorerie liés aux emprunts en partie complétés. N'oubliez pas qu'à l'examen, ce type de tableau ne vous serait pas donné. À vous de savoir comment on remplit ce genre de tableau. Qu'est-ce qu'on met dedans? Donc d'un côté, vous allez trouver les flux patrimoniaux relatifs au bilan et de l'autre, les flux d'exploitation, les comptes 6 ou les comptes 7 du compte de résultat. Et dans les flux d'exploitation, n'oubliez pas de calculer à chaque fois des économies d'impôt et éventuellement des pertes sur économie d'impôt. Je vous propose le corrigé que je vais expliquer. Dans les flux patrimoniaux relatifs au bilan, nous n'avons qu'un seul encaissement, c'est-à-dire quand nous allons percevoir cet emprunt de 3 millions. En revanche, dans les flux d'exploitation, nous allons payer des frais de dossier et ces frais de dossier vont nous permettre de bénéficier d'une économie d'impôt de 8 400, c'est-à-dire 30 000 euros multiplié par 28%. À noter que dès que le banquier nous a versé nos 3 000 euros, nous avons en même temps payé les frais de dossier, ce qui paraît logique. En revanche, un an plus tard, nous allons commencer à verser les intérêts, donc ici 300 000 euros d'intérêts. Sur ces 300 000 euros d'intérêts, nous allons avoir une économie d'impôt de 84 000 euros, c'est-à-dire 300 000
fois 28%. En plus, nous verserons une assurance obligatoire par rapport à cet emprunt de 21 000 € qui nous procurera elle aussi une économie d'impôt de 5 880 €. Finalement, comme il s'agit d'un emprunt à remboursement in fine, lors de la 4e année, nous allons rembourser les 3 millions. Alors pour cet emprunt classique auprès d'une banque, en utilisant la fonction TRI, nous trouvons un coût de l'emprunt de 7,92%. Pour l'emprunt obligataire, donc nous allons percevoir à la période 0 ce que les obligataires vont nous verser. Attention, on prend toujours au prix d'émission. Ici, le prêt d'émission correspond à la valeur nominale puisque l'emprunt est émis au pair. Donc on va prendre les 1000. Autrement, nous aurions dû prendre la valeur d'émission. J'insiste bien sur ça. Donc nous allons percevoir ici 3 millions. Cela ne change pas grand-chose par rapport au premier emprunt. Cela suppose en fait que nous avons 3000 obligations qui ont été émises, puisque 3 millions divisé par 1000 nous donne 3000 obligations. Pour le prix de remboursement, en revanche, nous donne du 1010 €. Donc nous allons rembourser 1010 € fois 3000 obligations. Cela nous fait un montant de remboursement de 3 030 000 à placer à la dernière année, puisque c'est également un remboursement in fine. Je calcule ensuite mes flux patrimoniaux. Tout d'abord, mes charges d'intérêt, le compte 661. Et sur mes charges d'intérêt, je vais forcément avoir des économies d'impôts. N'oubliez pas que sur les emprunts obligataires, les coupons, c'est-à-dire les charges d'intérêt, se calculent sur la valeur nominale. Ici, 1000. Les frais d'émission de l'emprunt obligataire sont de 45 000 €. Ces frais vont être étalés sur la durée de l'emprunt, donc sur 4 ans. Ce qui nous fait une économie d'impôt de 45 000 fois 1 divisé par 4 fois 28%, soit 3 150 €. Ces frais seront constatés dès l'émission de l'emprunt. En revanche, les économies d'impôt sont calculées lorsqu'on calcule l'impôt, donc forcément l'année suivante. Je résous ensuite en appliquant la formule du tri et je trouve un coût d'emprunt pour la société de 6,68%, soit un coût inférieur au coût de l'emprunt classique. Ainsi, pour la question 29, quel financement conseillez-vous? Nous conseillons donc l'emprunt obligataire puisqu'il coûte moins cher que l'emprunt classique. Nous allons à présent réaliser l'application numéro 16. Celle-ci reprend l'énoncé de l'application 14, la société Sharpie Fina. La différence, c'est qu'ici, nous avons un financement par crédit bail. Le bien va être pris en crédit bail. Nous aurons donc des loyers à verser régulièrement. Dans le cadre d'un financement par crédit bail, nous retrouvons certaines particularités, comme par exemple le dépôt de garantie. C'est un compte 2, le compte 275, donc c'est un flux patrimonial. Il n'y aura donc pas d'économie d'impôt sur ce flux. En revanche, nous allons certainement verser des loyers régulièrement. Sur ces loyers, il y aura forcément des économies d'impôt. Petit problème, nous avons un bien qui est financé par crédit bail, donc nous n'en sommes pas propriétaires et malheureusement, nous ne pourrons donc pas déduire les économies d'impôt concernant ces amortissements. Nous allons donc constater une perte d'économie d'impôt relative aux amortissements. Pour ce tableau, même s'il n'y a pas de valeur concrète qui rentre, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas d'entrée d'argent, ce n'est pas un emprunt qui va rentrer, puisque c'est du crédit bail, il y aura toutefois du matériel qui va rentrer dans l'entreprise pour une valeur de 1 200 000. Donc cette valeur doit être indiquée dans les flux patrimoniaux. Je constate juste en dessous le dépôt de garantie. Je vais en effet verser 10 000 € de dépôt de garantie. Ce montant versé sera récupéré la dernière année. Dès que la machine arrive dans la société, il faut déjà verser un loyer, puisque ceux-ci sont payables d'avance. Donc à partir du moment 0, je verse des flux de loyer jusqu'à N+3. Ces loyers vont engendrer des économies d'impôt sur l'exercice suivant, donc pour l'année N+1. Si nous avions été propriétaires de cette machine, nous aurions pu l'amortir sur 4 années, soit chaque année des amortissements de 300 000 €. L'année suivant la constatation de ces amortissements, de ces dotations, nous aurions pu payer moins d'impôts. Donc ici en N+1. Or, cela ne sera pas le cas puisqu'en fait, le bien ne nous appartient pas. Donc, il n'y aura pas d'amortissement de ce bien. Nous perdons donc